Jonathan Arfi, le président du CRIF, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu et vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour Margot, bonjour Jonathan Arfi. On va commencer, si vous le voulez bien, par les annonces du président de la République hier soir lors de sa conférence de presse à l'Élysée. Tout d'abord, l'hommage aux victimes françaises du 7 octobre qui sera rendu aux Invalides le 7 février prochain. Emmanuel Macron a répondu aux attentes de la communauté juive qu'il demandait depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que vous êtes satisfait ? Alors, vous savez, sur ce sujet, c'est pas de l'ordre de la satisfaction, si déjà c'est plutôt de l'ordre du soulagement. Le soulagement de voir que ce qui flottait, c'est-à-dire l'idée que ces 41 Français victimes des attaques terroristes du 7 octobre, au fond, ne rentraient pas dans la mémoire nationale, ne trouvaient pas leur place dans la conscience des Français, eh bien, cela sera, j'espère, en partie réglé le 7 février. Un hommage national, un hommage au monument aux victimes françaises du terrorisme, c'est avant tout cela l'objectif, c'est l'idée de faire que chacun des Français pense et comprenne qu'une partie de la France a été touchée, blessée et assassinée le 7 octobre. Donc c'était une étape nécessaire, évidemment le plus tôt est le mieux, et maintenant le 7 février est une date symbolique parce que ce sera les 4 mois effectivement du 7 octobre. Vous vous attendiez à ce qu'il le fasse finalement, parce que pendant longtemps, il a expliqué qu'il ne ferait cet hommage que lorsque tous les otages auraient été libérés. Vous avez été surpris par cette annonce hier soir ? Surpris, non. Je savais que cet hommage serait organisé et ça avait été annoncé. Il n'était évidemment pas imaginable qu'il n'ait pas lieu. L'argument qui consistait à dire qu'il fallait attendre que tous les otages soient libérés avait du sens au début parce qu'on pouvait peut-être espérer un règlement rapide de la question des otages. Malheureusement, 3 mois et demi... 3 mois et quelques après le 7 octobre, nous savons aujourd'hui que cette crise des otages est une crise longue et qu'il va falloir rendre hommage aux victimes du 7 octobre, indépendamment de la résolution de la question des otages. Donc c'est important que cette annonce soit faite. Maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est de voir la manière dont la société française va se saisir de ce moment. Quel sera le traitement qui sera donné dans la presse à cette cérémonie, qui s'y joindra. Et c'est ça qui compte plus que simplement la tenue de cet hommage en tant que tel. Justement, au sujet de la perception que peut avoir l'opinion publique, la société française de ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, on a vu souvent à Paris des familles d'otages venir porter leur témoignage. Et aujourd'hui, à Paris, sont présents des rescapés, de jeunes rescapés de la rêve partie de Nova. L'un d'eux a témoigné sur RCJ, on entendra son interview demain. Est-ce que vous pensez que ces récits sont audibles aujourd'hui par les Français ? J'ai eu l'occasion d'entendre hier aussi ces rescapés du Yair, festival Nova. C'est extrêmement poignant parce que ils racontent ce qu'ils ont vécu eux-mêmes de première main, vue de leurs propres yeux, les amis qu'ils ont perdus, la peur qui les a traversés à chaque seconde de ces heures-là. Non, il y a quelque chose où dans la société française, c'est très difficile à faire entendre. Très difficile parce que pour beaucoup de Français, ça paraît loin. Pour beaucoup de Français, ce qui prime désormais, c'est la question de Gaza et du bilan civil palestinien, et qu'ils sont devenus d'une certaine manière hermétiques à la question du 7 octobre en tant que tel, qui est pourtant le point de déclenchement de toute la séquence. Donc un des enjeux, c'est de trouver des manières d'amener les Français à ne pas oublier le 7 octobre dans la crise actuelle. Le film qui a été produit effectivement sur le Festival Nova, dans lequel on retrouve ces rescapés aussi, c'est quelque chose qui est important parce que ça va peut-être permettre de toucher des gens qui sont un peu plus loin que notre public habituel. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer de ce genre de démarche. Mais je suis pessimiste sur la manière d'inscrire précisément dans la conscience de nos concitoyens la question du 7 octobre en tant que tel. Si on y arrive pour les 41 Français, je serais déjà heureux. Malheureusement, je crains que ce soit aussi un combat difficile. On a appris hier la mort à Gaza de 2 nouveaux otages israéliens. Demain, le petit Kfir aura 1 an. Son frère Ariel est âgé de 4 ans. De quoi ces 2 enfants israéliens sont-ils le symbole ? Ils sont d'abord le symbole
l'inhumanité du comportement du Hamas dans cette crise. Quoi que l'on pense de la situation, la question des otages n'est pas une question politique, c'est une question humanitaire, et elle l'est d'autant plus, évidemment, pour des enfants et des enfants en très bas âge. Donc, le Hamas joue avec la vie des otages, on le sait. Il les utilise dans sa stratégie de communication. On l'a vu sur les différentes libérations successives, qui étaient séquencées au compte-gouttes pour à chaque fois délivrer des messages. Enfin, c'est ça la stratégie du Hamas, et on en est quelque part prisonnier de là où nous sommes aussi. Le sort de Kfir et Ariel Libas est devenu extrêmement emblématique de l'ensemble des otages israéliens, et d'une certaine manière, d'une forme de point aveugle aussi, parce que je suis sûr que si vous interrogez les Français, ils n'ont pas en tête qu'il y a encore aujourd'hui 2 enfants de très bas âge retenus par le Hamas. Des avions qataris acheminent aujourd'hui des médicaments à destination des otages. La France dit avoir contribué aux négociations, mais elle dit également de ne pas avoir été remerciée par le gouvernement israélien. Paris a fait part de son mécontentement. Finalement, quel rôle joue la France et le président Macron dans cette affaire d'otages ? C'est difficile à dire, d'abord parce que, comme toujours sur les sujets diplomatiques, c'est des choses qui ne seront connues que plus tard. Le rôle joué par chacune des chancelleries dans des négociations qui sont complexes, on le sait, n'est pas précis, n'est pas documenté à l'heure actuelle. Il faudra du temps pour que nous le sachions. Ce qui est certain, c'est que la France a des relations privilégiées avec à la fois le Qatar et l'Égypte, qui sont les 2 intermédiaires avec lesquels il faut traiter. Le Qatar, qui est le grand ordonnateur de ces négociations, l'Égypte, qui opérationnellement tient aussi un lien avec le Hamas. Et donc, la France a nécessairement un rôle singulier en Europe. Alors, la vraie question, c'est plutôt quel rôle reste-t-il aux pays européens dans la région et dans ce genre de négociations ? Il est probable qu'il soit assez faible, que de toute façon, cela se détermine exclusivement avec autour de la table les Américains, les Israéliens et puis effectivement le Qatar et l'Égypte. Je doute que l'Europe ait aujourd'hui la capacité à peser aussi lourdement que ce qu'il faudrait. C'est une des problématiques, d'abord parce qu'elle est pour partie divisée, et puis ensuite parce qu'elle doute et qu'elle a une ligne qui n'est parfois pas claire. On a eu l'occasion d'en parler longuement, mais sur ce sujet, il faut s'exprimer avec clarté. Ce que font les Américains, qui ont assumé qu'ils ne pousseraient pas à une demande de cessez-le-feu, par exemple, en énonçant dès le départ qu'il y a une demande de cessez-le-feu. De toute façon, vis-à-vis des Israéliens, on est discrédité. Samedi dernier, à l'occasion des 100 jours du 7 octobre, Emmanuel Macron a posté une vidéo sur X dans laquelle il arbore un t-shirt « Bring them home » et dans laquelle il affirme « On ne lâche rien, jusqu'au bout, on se battra pour que les otages soient libérés ». Est-ce que vous, Yonatan Arfi, qui représentez l'instance politique de la communauté juive, vous demandez au président de la République des initiatives fortes, concrètes et urgentes pour la libération des otages ? Je dois dire d'abord que, pour être franc, je crois qu'il y a une sincérité de l'émotion et de la mobilisation du président de la République sur la question des otages. Il l'a dit, il l'a fait depuis le début sur ce point spécifique des otages. Il a toujours eu une oreille attentive pour les familles qu'il avait rencontrées lors de son voyage en Israël. Et il pèse personnellement dans les relations internationales pour la libération des otages. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est qu'il y ait un maximum de pression mise sur le Hamas pour qu'il relâche ses otages immédiatement, inconditionnellement, et qu'il ne soit pas partie prenante d'une négociation dans le conflit. C'est ça la réalité. Pour ça, il faut utiliser tous les leviers. On en parlait à l'instant. Le Qatar est certainement le régime qui a le plus de leviers sur le Hamas. Donc il faut nécessairement passer par là. Il faut aussi sans doute jouer sur les pressions sur les dirigeants du Hamas eux-mêmes, qu'ils sachent, pour ceux qui vivent à l'étranger, qu'ils n'auront aucun moyen de circuler dans le monde libre, entre guillemets, qu'ils deviennent des ennemis non pas seulement d'Israël, qu'ils sont devenus des ennemis non pas seulement d'Israël, mais de l'ensemble des démocraties.
Donc ça demande effectivement un effort de mobilisation. Maintenant, je suis pragmatique. Aujourd'hui, ces négociations, elles sont en cours, elles ont un cadre, et c'est par là que surviendront les prochaines libérations, j'espère. Jonathan Arfi, la Cour de justice internationale de La Haye a été saisie par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de commettre un génocide à l'égard des Palestiniens. Un mot de commentaire sur la position française qui justement n'a pas condamné, comme ont pu le faire le Royaume-Uni et l'Allemagne par la voix de leur ministre des Affaires étrangères. Oui, la France est restée silencieuse sur la démarche. Elle a heureusement pas soutenu, bien sûr, l'Afrique du Sud. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de malaise, on le voit bien. Je regrette qu'il n'y ait pas eu une expression française claire, évidemment, sur la démarche de l'Afrique du Sud. Néanmoins, la plupart des démocraties, si ce n'est effectivement le Royaume-Uni et les États-Unis, ont choisi le silence. Moi, je suis toujours frappé par le grand renversement accusatoire qui frappe Israël, dont ces audiences ont été l'illustration. Et il y a besoin de voix fortes qui viennent le dénoncer. Voilà. Alors c'est vrai que les États-Unis le font régulièrement. La France a pu le faire. Il faut qu'elle le fasse davantage. Nous avons besoin que le procédé qui vise en fait à faire d'Israël, qui est l'État des victimes de la Shoah, en faire un nouveau État nazi est quelque chose qui est purement scandaleux. Donc on a ça à dénoncer. Moi, je suis frappé par le recours systématique à la phraséologie qui touche au nazisme dès qu'il s'agit de critiquer Israël. On le voit très régulièrement. Ça a été le cas dans certains communiqués du Conseil français du culte musulman qui comparait le sort des Gazaouis au sort des enfants juifs pendant la Shoah. Ça a été le cas du président Erdogan. C'est le cas très régulièrement et on a besoin de dénoncer cette mécanique qui est dangereuse. Certains également députés élus en tout cas de la France insoumise qui reprennent cette rhétorique. À ce sujet, Jean-Luc Mélenchon était à La Haye vendredi dernier sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Il a posé en photo sur X en compagnie de Jeremy Corbyn, l'ancien leader des travaillistes britanniques qui a été exclu de son parti pour des propos antisémites. Est-ce que vous diriez qu'on assiste aujourd'hui en Europe à l'émergence d'un courant politique de gauche dont l'un des fondements serait la haine d'Israël et la haine des Juifs? Il y a incontestablement aujourd'hui plusieurs gauches, et une de ces gauches, qui malheureusement peut être dominante dans un certain nombre de pays, c'est une gauche radicale qui joue avec l'antisémitisme et assume une haine d'Israël viscérale. Ça, c'est la réalité. Elle le fait pour partie par clientélisme, pour partie aussi parce qu'il y a, on le sait, à gauche, une histoire aussi de l'antisémitisme anticapitaliste est quelque chose qui a façonné une partie de la gauche ou de l'extrême gauche et qui reste très prégnant. Et puis il y a aussi des logiques de provocation, de logique anti-système, où au fond pour être perçu comme radical et renversant la table, eh bien finalement la rhétorique antisémite est un levier efficace. Voilà, c'est ça la réalité à laquelle on fait face. Il faut la combattre. Je suis néanmoins rassuré par un point, c'est que les Français n'adhèrent pas à ça. Le bloc autour de Jean-Luc Mélenchon ne grossit pas à l'aune de cette crise, ce qui veut donc dire qu'il y a quand même, chez la majorité des Français, ça s'est vu dans les études que nous avons menées, les études d'opinion que nous avons menées ces 2 derniers mois, les Français sont lucides et sont quand même très clairvoyants par rapport aux provocations de la France insoumise. Pour revenir au président de la République, Emmanuel Macron, je voudrais vous faire entendre un extrait de l'interview de Julien Drey qui était sur RCJ hier midi à votre place. Il commente justement le positionnement du président de la République face à l'antisémitisme. On l'écoute. Je ne comprends pas ce que c'est que la haine du peuple juif à travers les millénaires, à travers les siècles. Pour lui, c'est bon. Oui, c'est pas bien l'antisémitisme. Oui, je pas un gramme de doute qu'il pense que c'est pas bien, mais il comprend pas ce sentiment profond qui s'est réallumé progressivement. Emmanuel Macron ne comprend pas la haine des Juifs. Il a raison quelque part, Julien Drey. Il y a quelque chose qu'il ne saisit pas. Je ne suis pas dans la tête du président de la République. Mais vous le connaissez, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Et je connais la sincérité de son engagement contre l'antisémitisme. Il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, ce que je sais aussi,
c'est qu'en France, il y a une difficulté à appréhender l'antisémitisme dans toutes ses composantes. Comprendre l'antisémitisme historique, c'est quelque chose auquel beaucoup de Français accèdent facilement. Comprendre l'antisémitisme dans ses dimensions contemporaines, c'est-à-dire l'antisionisme, l'islamisme, le complotisme, eh bien parfois, il y a plus de mal pour un certain nombre de décideurs, il y a plus de difficultés pour un certain nombre de personnes qui ont grandi avec un logiciel qui est aujourd'hui pour partie dépassé ou incomplet. L'antisémitisme traditionnel peut perdurer dans certains milieux, mais il est complété très largement par des dynamiques nouvelles qu'il nous faut dénoncer. Et c'est une des particularités peut-être du phénomène de l'antisémitisme, c'est qu'il évolue sans cesse, il prend sans cesse les visages du moment, et il se nourrit de ça pour prospérer. Donc on a besoin d'avoir des gens qui acceptent d'avoir un regard affûté et dynamique sur la situation concernant l'antisémitisme. Sur le président de la République en lui-même, je rappelle qu'il avait quand même, d'ailleurs, dans une cérémonie au Veldiv et puis au dîner du CRIF, évoqué l'antisionisme comme antisémitisme. Voilà. Après, il faut effectivement que ça redescende aussi dans l'appareil administratif français. La définition de l'antisémitisme par l'IHRA a été adoptée politiquement, mais finalement ne se traduit pas concrètement par une évolution sur le terrain. Donc on a besoin que cette révolution copernicienne sur la question de l'antisémitisme aille au bout. À cet égard, les déclarations d'Emmanuel Macron hier soir au sujet de l'importance de l'éducation, ça a été un des axes forts de sa prise de parole hier. Ça va dans le bon sens, puisqu'on parlait de l'enseignement de l'histoire. Une partie des jeunes aujourd'hui ne savent même pas ce qu'est la Shoah ni la rafle du Veldiv, notamment, sans parler de la Révolution française. Oui, on a, face à l'antisémitisme, de toute façon, beaucoup de débats sur la manière d'y répondre, mais nécessairement, l'éducation est un des volets de cette réponse. C'est un des volets de cette réponse, d'autant plus que pour la première fois dans l'histoire, ou en tout cas dans l'histoire récente, les préjugés antisémites augmentent avec les générations. Nous avions dans l'idée pendant longtemps que l'antisémitisme était contenu, que d'année en année, au fond, les générations passant, les préjugés antisémites baissaient dans la population générale. Ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, les tranches d'âge les plus jeunes adhèrent davantage aux préjugés antisémites que les tranches d'âge plus anciennes. Donc on a besoin que l'éducation joue son rôle. Ce qui veut dire qu'elle doit regarder en face l'antisémitisme d'aujourd'hui. Et ça rejoint ce qu'on vient de se dire. Si l'éducation nationale et l'école ne travaillent ou n'évoquent l'antisémitisme que sous son angle traditionnel, alors on ne forge pas des esprits critiques capables de comprendre la situation contemporaine. Puis la deuxième chose, c'est qu'on parle aussi des Juifs jamais, entre guillemets, positivement. C'est important que dans les programmes scolaires, les Juifs soient évoqués comme un fait positif dans l'histoire de la société française et pas simplement à travers la question de l'antisémitisme. On arrive au terme de cet entretien. Juste, je précise à nos auditeurs que vous étiez dimanche accompagné d'une délégation de sportifs sur le site d'Auschwitz. Vous avez fait la une du journal L'Équipe hier. Nous en parlerons la prochaine fois que vous viendrez. Jonathan Arfi, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de RCJ. Merci.